Alors comme ça, vous voulez visiter les 10 cités de Valbise. C'est pas courant, c'est le moins qu'on puisse dire. D'habitude, les gens s'exilent ici, mais en aucun cas ils ne viennent s'y promener. Mais pardonnez-moi, j'en oublie la politesse élémentaire. Je m'appelle Réline Fléau de Troll, et je suis arrivé ici il y a bien longtemps. Pas la peine de me demander à quel clan nain j'appartiens, car je vis mieux sans. Installez-vous si vous y tenez tant, je veux bien vous partager ce que je sais du coin. Avant, j'étais chasseuse de primes, l'une des meilleures de la côte des épées. Alors oui, je sais, c'est moralement répréhensible, mais on n'a qu'une vie, et il faut bien la gagner d'une manière ou d'une autre, non? Et c'est pas bien pire que ces types-là, les poings enflammés de la porte de Baldur. Ouais, parce qu'en plus de pas être les ours les plus futés du bois, ces types ferment les yeux sur tout et n'importe quoi, pour peu qu'on leur agite une bourse remplie sous le nez. Chasseuse de primes, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Je ne chassais que les types ayant assez remué la région pour mériter d'être recherchés, et généralement sans les tuer. Souvent leur laissant un souvenir, certes, mais vivant. Enfin, je m'égare, pardonnez-moi. Au bout d'un moment, j'étais devenu plus recherché par les criminels que cela par les autorités. Le destin est moqueur parfois, non? J'ai donc dû trouver une solution pour pas perdre ma tête. J'avais que trois options. Partir à l'est, vers le Cormyr ou la Sembi. Le premier était trop près à mon goût des occultistes de Netheril. Pareil qu'à une époque, ils étaient partis dans le plan de l'ombre. Ils auraient mieux fait d'y rester, hein. Et la Sembi, disons que j'ai pas le profil pour bosser pour ou avec des marchands. J'aurais pu aussi aller au sud, vers Amn, mais bon, je me disais qu'il devait avoir largement assez de manœuvre sans moi. Ces gens-là sont plutôt l'âme dans le noir, pendant le sommeil. C'est pas trop mon truc à moi, vous savez. Donc il me restait qu'une seule solution, le nord. Pas Luscan ou pas d'hiver, on aurait pu me retrouver comme partout ailleurs. Non, non, je parle d'ici, Valbise. Valbise a toujours été une terre d'exil, accueillant sans problème les recherchés et rebuts de la société méridionale. Je commençais à prendre de l'âge en plus et j'ai toujours préféré les climats froids. Ça conserve, il paraît, vous savez. C'est donc ainsi que je me suis mis en route vers Valbise. J'ai dû passer par Pas d'hiver au profond des Luscanes. C'est d'ailleurs dans ce trou sordide... ouais, n'allez jamais à Luscan, même les chaises ont des dagues là-bas, c'est affreux. Je disais donc, c'est donc dans ce trou sordide que mon intuition s'est confirmée. Des types ayant une certaine rancœur contre moi ont mis ma tête à prix. Je m'en suis sorti de justesse en sortant de la cité en toute hâte. Une fois qu'on passe Luscan, on commence à sortir des terres civilisées. Adieu les grandes villes, bonjour les petits villages fortifiés. J'ai encore poussé au nord, jusqu'à parvenir à l'épine dorsale du monde. Elle porte bien son nom, vous savez. On croirait les nuages posés dessus. C'est vraiment beau. Là-bas, il faut emprunter le sentier des 10 pour arriver ici. Faites attention aux trolls et yétis sur la route, ce serait con de se faire boulotter en chemin. Et c'est là qu'on arrive en Valbise. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette région ne peut être rien d'autre qu'une terre d'exil. En émergeant de l'épine dorsale du monde, on tombe nez à nez avec une immense vallée enneigée. Alors attention, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les 10 petits centimètres qui paralysent la porte de Baldur, hein. Ici on parle de 2 à 3 mètres de neige par endroit et par moment, voire plus quand on monte plus au nord. Avec la neige et la glace vient de facto le froid. L'été, c'est agréable ici, on balance entre moins 12 et moins 20 degrés, mais l'hiver par contre, il fait un froid à pierre fendre, littéralement. On a déjà vu les températures briser des thermomètres, ce qui signifie qu'il va faire moins 40 au plus chaud. Imaginez en plein blizzard. Heureusement, je vois que vous êtes bien équipés. Une fois sorti des montagnes, j'ai dû prendre le sentier des 10. Celui-ci mène directement à Brinchender, la capitale des 10 cités. Faut pas baisser sa garde sur la route, hein. Les yétis sont toujours là et les trolls sont remplacés par des ours polaires ou des loups. Ça sent moins mauvais, mais c'est pas moins dangereux. Et c'est donc à Brinchender que ma nouvelle vie a commencé, dans les 10 cités. Vous savez, les rumeurs sont vraies, personne ne viendra vous chercher en Valbise. Plus de 30 ans que je suis ici et aucun membre des organisations que j'avais agacées n'est venu me chercher des bricoles. J'ai donc pu me détendre et chercher enfin à me refaire une vie. J'ai dû passer par de nombreux endroits et essayer pas mal de choses, mais je m'en suis sorti. Bon, Eltador accumulé dans le sud m'a aussi bien aidé, hein, on va pas se mentir. Brinchender est l'unique point d'entrée dans les 10 cités, puisque c'est la première ville sur le sentier des 10. C'est aussi la seule vraie ville d'ailleurs. Ouais, 1200 habitants, c'est beaucoup ici. Dans le sud, on appellerait ça un village fortifié, mais ici, ouais, c'est une ville. Et l'une des rares autant fortifiées d'ailleurs. Bon, certes, c'est une double enceinte de pieux, avec une plateforme en bois pour chemin de ronde. Les constructeurs ont rempli l'espace entre les deux enceintes avec de la terre, ce qui est plutôt malin en soi. Bon, c'est sûr que ça a moins de gueule que les murs des cités du sud, mais ça remplit son office. En plus de ça, la ville est établie sur une colline, lui donnant un net avantage stratégique. Pourquoi des murs, me direz-vous? Eh bien, pour les monstres. On m'a déjà raconté que, dans le passé, un certain mage du nom d'Akar Kessel aurait rassemblé des orques, des gobelins et des trolls et aurait tenté de marcher sur les 10 cités, sûrement en vue d'aller plus au sud.
Après un siège d'une durée variable selon le narrateur, son armée s'est empalée sur les murs de Bryn et ont été exterminés par les nains du clan Marteau de Guerre, menés par leur chef Bruenor. Kessel s'est fait tuer par le légendaire Drizzt, sur le cairn de Kelvin. On m'a aussi raconté que plus récemment, des géants des glaces sont venus ici à la recherche d'un certain anneau de l'hiver. Aucune foutue idée de ce que c'est, sûrement encore un de ces artefacts magiques mythiques qu'on trouve un peu partout dans Faerûn. Toujours est-il que les géants furent toxiques par les locaux et donc, de ce fait, ne revient jamais. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant tout va bien. Les habitants vivent leur vie tranquillement. C'est une cité assez cosmopolite. En tant que ville d'entrée dans Valbise, le commerce y est fatalement très présent. Mais on retrouve la plupart des corps de métier, des trappeurs, des bûcherons, des menuisiers, des mercenaires et bien sûr des marchands. Beaucoup de gens y ont le même passé que moi et se sont exilés ici. Ceci est vrai un peu partout dans Valbise, vous me direz. Bryn Shander est connu pour abriter le conseil des orateurs. Bon, grosso modo, un orateur est un ou une chef de village qui se doit de gérer les affaires relatives à ce village. La plupart du temps, ils n'ont rien de spécial à faire, si ce n'est leurs activités habituelles. Ponctuellement, les 10 orateurs se réunissent ici, à Bryn, dans le hall du conseil, et discutent de diverses choses concernant les affaires entre les 10 cités. Et croyez-moi, il y en a des choses à régler. Eh ben oui, entre les zones de pêche, les zones de chasse, la mobilisation de soldats en cas de crise, les traités commerciaux et autres disputes enfantines, les séances du conseil sont généralement animées. J'ai jamais vraiment compris pourquoi les 10 cités se paraient de telles rivalités. L'homme doit sûrement être fait comme ça. Enfin, ce qui est clair en revanche, c'est qu'en cas de crise, les cités restent globalement unies, mettant de côté leurs bisbilles pour le bien commun. Je pense vraiment que ces conflits sont liés au contexte climatique de la région. Les famines sont courantes l'hiver et la notion de survie amène souvent un certain égoïsme, et donc fatalement des conflits. Les gens sont prêts à tout pendant ces sombres périodes. Mais assez parlé de choses mauvaises. À Bryn Shander, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Des auberges et tavernes en quantité, je vous conseille d'ailleurs particulièrement la Vision du Nord. Et si vous y allez, dites à Scramsax que vous venez de ma part, elle devrait vous faire un geste. Vous y trouverez aussi des forges de fer noir, mais bon, entre nous, n'y allez pas à moins d'être vraiment dans la merde, parce que leurs armes sont certes peu chères, mais aussi peu fiables. Vous y trouverez aussi l'Emporium de Rendaril, où vous pourrez même trouver des armes de fabrication naine provenant de la vallée naine. Avant d'aller à Bryn, pensez juste à prêter attention à l'heure. Ouais, la ville ferme ses portes quand le soleil se couche. Mais cette cité n'est qu'une étape parmi tant d'autres, et Bryn constitue le point de départ de toute personne cherchant sa place dans les 10 cités, comme moi. Je les ai toutes visitées d'ailleurs, et comme vous êtes encore là, j'imagine que vous êtes intéressés aussi. En partant à l'ouest, par la porte nord, oui, ça n'a aucun sens, vous trouverez Targos, après 2 heures de marche. Cette ville, elle aussi fortifiée, est le cœur de l'industrie de la pêche des 10 cités. Bon, c'est vrai qu'ici, toutes les villes et villages situés près d'un lac vivent de la pêche, mais Targos a su élever ce métier au rang d'industrie. Tout tourne autour de la pêche ici. Targos possède la plus grande flotte de pêche de la région, à savoir une centaine de navires. Cette flotte permet à la ville de poser un quasi-monopole sur le maire du Haldon. Je sais que Bremen, Bois Isolés et Termalen voient ceci d'un mauvais œil. Et oui, avec 100 bateaux pour 1000 habitants, les pêcheurs de Targos prennent plus de poissons que les 3 autres villes. Ce qui amène fatalement des tensions, et j'imagine que les orateurs doivent discuter de ça pendant leur conseil. En parlant d'orateurs, je vous déconseille fortement d'approcher Naert Maxildanahar. Cet homme est originaire de Luskan, et vous vous souvenez de la ville avec les dagues partout, il n'est donc pas fiable, tout comme à Carcassel d'ailleurs. Non, vraiment, je suis persuadé que ce type a acheté tous les pêcheurs, et donc son statut d'orateur. Vous me direz, non mais Lynn, tu délires là, mais non, je vous jure que non. Je sais reconnaître un escroc quand j'en vois un, et oui, vous vous souvenez des années de chasse à la prime, hein. Et Naert en est un, j'en suis presque sûr, ce type cache quelque chose. Cet homme réside aux Armes de Luskan, l'une des grosses auberges de la ville. Elle s'appelle ainsi car à l'époque de la fondation de la ville, la quasi-totalité des marchands venaient de cette ville maudite de Luskan. La taverne ressemble donc à un établissement que vous pourrez trouver là-bas, mais n'y allez pas pour vérifier, vraiment. Globalement, les tavernes ici sont plutôt miteuses et sales, je ne recommande pas de rester à Targos à moins d'y être forcé. Depuis Targos, vous pouvez rejoindre le petit village isolé de Bremen. Il vous faudra 12 heures en été pour le rejoindre, mais en hiver, la route disparaît presque sous la neige, rendant le trajet beaucoup plus long. Fondé il y a longtemps par des prospecteurs nains à la recherche d'or sur les plages de la rivière Schaengarn, Bremen est un village paisible et agréable de 150 âmes. C'est drôle parce que ça dénote assez avec le passé houleux du village. En effet, celui-ci a quasiment été détruit par la Légion de la Chimère. Cette dernière était un groupement d'individus hybrides voulant s'établir à l'origine en paix en Valbise, et souhaitant faire cesser la violence contre les hybrides. Mais quelques railleries ont suffi à les rendre fous, littéralement, et sont devenus agressifs envers les habitants des 10 cités. Bremen a presque été rasée d'ailleurs. Plus tard, elle a été donnée à des tribus barbares engagées avec Kessel, puis libérée. Je ne sais pas par qui, mais libérée, c'est ce qui compte au final. En arrivant à Bremen, quelque chose vous marquera forcément. Vous y trouverez une auberge et 5 tavernes. Oui, 5 tavernes pour 150 habitants. Alors pour l'anecdote, il s'agit à l'origine de 5 frères qui voulaient monter une taverne ensemble.
Mais les conflits familiaux étant ce qu'ils sont, ils se brouillèrent et montèrent chacun leur propre établissement. L'auberge du trésor enfoui est la seule auberge digne de ce nom, et c'est un endroit merveilleux d'ailleurs. Passez faire un coucou à Cora, la tenancière, vous y serez toujours bien reçu et bien nourri. C'est de là-bas aussi qu'est originaire la petite Liv, une femme pleine de vie et respectueuse de l'équilibre naturel. Vous pourrez la rencontrer un peu partout dans les 10 cités. En tant que guide et courrier, fatalement, elle se promène pas mal. Bremen est dirigé par le vieux nain d'Orbulgruf, que l'âge n'épargne pas malheureusement. Il paraît qu'il perd un peu la tête ces derniers temps. Mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, alors je peux pas vous l'assurer. Comme vous pouvez le voir, Bremen est un cul-de-sac. Pour aller visiter les cités au nord, il vous faudra revenir à Targos, puis repartir au nord. En 4 heures de marche depuis Targos, donc, vous atteindrez Thermalen. Établi par des Kalichites qui viennent donc de Kalimshan au sud, ce village de 600 habitants vit de la pêche, de la taille de l'ivoire et de l'exploitation de tourmalines, qui sont issus d'un complexe agencement de cavernes non loin. Ce village est unique en son genre. La forêt de pins et les gravures de génie et autres djinns sur certaines maisons donnent à l'ensemble un aspect atypique et ma foi fort charmant. C'est probablement l'une des plus belles villes des 10 cités. Son histoire est plutôt tranquille pour ce que j'en sais. Enfin, tranquille pour une cité de Valbis, j'entends. Quelques invasions barbares il y a longtemps, et on parle notamment d'un chef nommé Eftag, mais rien de plus marquant en soi. L'on raconte que Thermalen tire la bourre à Targos quant à la pêche. Moi, ça m'étonne pas. Qui aurait confiance en descendant de Luscanite, Pas moi en tout cas, vous l'aurez compris. Et comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, vu la taille de la flotte de Targos, ce n'est pas étonnant que Thermalen se sente lésé. Une autre chose qui vous marquera ici, c'est le vent. Rien à voir avec la bise qu'on a partout. Ici, le vent semble pénétrer tous les vêtements et vous glacera jusqu'aux os. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Mais bon, qui dit froid mordant dit taverne au feu crépitant, n'est-ce pas? Vous aurez compris qu'ici les tavernes sont vraiment les lieux clés. Le feu, et l'alcool fatalement, réchauffent et aident à surmonter l'hiver. À Thermalen, je vous invite à faire un tour chez Vernon, à la Palourde Bleue. J'espère que vous tomberez un soir de livraison. Ah oui, j'oubliais que vous êtes nouveau ici. Le bougre connaît bien les chasseurs et trappeurs des bois isolés, et de temps en temps il reçoit d'eux une livraison de viande exquise. C'est un rendez-vous de nombreux habitants du village et des moments chaleureux qui se doivent d'être savourés. Sinon, vous pouvez toujours aller saluer la jeune Marthe. Je n'ai jamais compris comment une ado comme elle pouvait tenir une auberge comme elle le fait. Toujours est-il que vous serez bien reçu et bien nourri. Mais Martha est une originale, j'aime autant vous prévenir. Gentille, c'est pas le problème, mais elle raconte des fois des histoires un peu farfelues. En dehors du commerce de boissons, les habitants exercent les métiers de pêcheurs, comme presque partout ici, vous l'aurez compris, constructeurs de navires et sculpteurs d'ivoire, et bien sûr mineurs. La ville est sous la tutelle de Oharus Mastiu, un demi-orc élevé par l'ancienne oratrice de la ville. C'est un type bien qui a le rire facile. En quittant Thermalen par l'ouest, et au bout de seulement 2 heures de marche, vous atteindrez Bois Isolés, ou les Bois Isolés, je ne sais jamais. Ce petit village de quelques 100 âmes est connu ici pour être dirigé par un alphelin répondant au doux nom de Régis, ami du célèbre Drist, dont j'avoue ne pas bien connaître l'histoire, pardonnez-moi. Je sais juste que c'était un héros ayant beaucoup aidé les 10 cités. Mais si vous voulez en savoir plus, je pense que vous trouverez des informations dans votre grande bibliothèque du Sud, Bref, revenons à nos moutons. L'histoire de Bois Isolés est comme ses habitants, calme et paisible. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici la plupart des habitants ont un passé très proche des personnes que je traquais avant. Des criminels, des voleurs et des meurtriers. Mais bon, le passé est le passé, Et la réalité de la survie fait que, tout le monde doit se serrer les coudes. Peu importe d'où vous venez, tant que vous œuvrez pour le village. Tout ce que je sais des origines de Bois Isolés, c'est qu'elle a été fondée par une famille sembienne. Sûrement encore des riches commerçants, mais bon, peu importe, je m'égare. Une bonne moitié des habitants parcourent le lac à la recherche de poissons, plus particulièrement de la célèbre truite à tête plate, pouvant peser jusqu'à 35 kg, et capable donc de nourrir du monde. Beaucoup de monde. L'autre moitié des habitants parcourent la forêt toute proche et abat des arbres, qui sont revendus à Targos et Thermalen principalement. Une partie de la population utilise les os des truites pêchées pour créer des outils et des sculptures en ivoire, ces truites étant la source principale d'ivoire de tout Valbise. Si cela vous intéresse, vous pourrez toujours trouver tout le nécessaire à cet art, aux joyeux sculpteurs. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours aller boire un coup aux menteurs fortunés, Mais surveillez votre langue là-bas. Danae, la tenancière, a tendance à laisser traîner ses oreilles. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. C'est l'elfeline Nimsi qui remplit le rôle d'oratrice. L'on m'a dit qu'elle était tout à fait bienveillante envers les visiteurs transis de froid, leur offrant l'hébergement pour la nuit si le besoin s'en fait ressentir. On m'a dit aussi, je crois que c'est Trovus de Kerkenig d'ailleurs, qu'elle cuisine des gâteaux en forme d'alphelin qu'elle emmène au conseil, mais je ne l'ai jamais rencontré donc je ne sais pas quel goût ils ont. Une fois au Bois Isolés, vous avez atteint le point le plus au nord des 10 cités. Il vous faudra donc faire demi-tour jusqu'à Brinchender si vous voulez poursuivre votre exploration. En partant à l'est de Bryn, on arrive après un peu plus de 7 longues heures de marche à Havre d'Est.
Aussi appelée Havre du Levant, c'est une grande ville, enfin pour les standards valbisois puisqu'on y compte 750 habitants. La ville a été établie par des voleurs. Refusant de se joindre à une puissante guilde du sud lointain, ils ont été mis à la porte de la région. Ils partirent donc aussi loin que possible et fondèrent Havre d'Est. En hommage à leur passé, le vol à la tire est légal ici, donc faites attention à vos bourses. Tout ce que je sais à propos de l'histoire de cette ville, c'est que le mage Akar Kessel a tué son mentor, Morcaille le Rouge, ici. La ville de Havre d'Est est vaste pour son nombre d'habitants. Enfin, c'est ce qui m'a toujours frappé. On raconte que cette ville s'est développée extrêmement vite. Moi, je pense que c'est principalement depuis que la route de l'Est a été pavée, ce qui a permis à la ville de devenir un réel havre pour les commerçants frontaliers. Puisqu'on parle de ça, vous trouverez à peu près tout ce qu'il vous faut à Havre d'Est, en termes de matériel et d'hébergement, un peu comme à Brine. Je n'ai été qu'à la taverne de la Truite Mouillée et à l'auberge de la Dame Blanche. La première est l'une des plus populaires de la ville, et un vrai nid à ragots. La tenancière, Nimetra, une drachéide, voit le climat ici comme une épreuve et un test. Bah, elle fait bien comme elle veut après tout. L'auberge de la Dame Blanche est nommée en l'honneur d'une légende locale, selon laquelle le spectre d'une femme en robe blanche arpente les berges et parties gelées du lac, à la recherche de son mari noyé, paraît-il. J'ai pu observer pas mal de séances de spiritisme, dont les participants cherchaient à contacter cet esprit. Havre d'Est est une ville sympa et gérée avec dévotion par Danette, il faut simplement bien surveiller sa bourse. Une fois ici, vous ne pourrez que monter au nord pour visiter Caerdinval et Caerkönig, ou rebrousser chemin pour aller visiter la brèche de Dougan et Bodhidrommel au sud. Au sud donc, vous pourrez arriver à Bodhidrommel en environ 4h30 de marche. Vous n'allez certainement pas me croire, mais là-bas, la spécialité est l'hydromel, mais en même temps qui lui cru et canon pareil, hein. La ville bourdonne littéralement à cause de la quantité d'abeilles qui produisent le miel rentrant dans la composition de ce fameux breuvage. Personnellement, ça me tape sur le système, mais les gens là-bas y sont habitués apparemment. La ville est toute petite, environ 100 habitants, et ses maisons sont trapues. En arrivant là-bas, vous ne pourrez pas passer à côté du gigantesque hall de l'hydromel. C'est là-bas que les ruches sont situées et entretenues. C'est aussi de fait là-bas qu'on fabrique l'hydromel. En bref, c'est le centre de la ville, le cœur de l'indépendance économique de Bodhidrommel. Saviez-vous que le lac à côté s'appelle les Eaux Rouges? Ce nom lui a été donné suite au très long conflit naval ayant eu lieu entre la brèche de Dougan et Bodhidrommel. Et oui, c'est pas parce qu'on fabrique de l'hydromel qu'on n'aime pas faire la guerre, hein. La ville possède un lieu saint aussi. Enfin, il était saint pendant les conflits que j'ai mentionnés. Les gens vénéraient Tempus, le dieu de la guerre. Mais depuis que les conflits sont réglés, l'hôtel est tombé en désuétude et ne sert plus qu'aux fêtes de village. Triste sort pour son ego, le pauvre. Non, je rigole, il se porte très bien, rassurez-vous, vu la légion de paladins qui le vénèrent dans le sud. C'est Kendrick qui remplit le rôle d'orateur. C'est un type avec des bras comme des troncs d'arbres. Il m'a serré la main une fois, j'en ai encore mal. En quittant Bodhidrommel par le sud, vous atteindrez la brèche de Dougan, en 4 heures de marche. C'est le plus petit village des 10 cités, puisqu'on n'y compte qu'une cinquantaine d'habitants, tout au plus. Ce hameau est revêtu de mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été fondé il y a longtemps par un certain Dougan, originaire de Shondat. Et c'est vraiment tout ce qu'on sait, et qu'ils se sont foutus sur la gueule avec Bodhidrommel. De par sa taille minuscule, la brèche de Dougan ne compte pas de vrais points d'intérêt. Pas de taverne, pas d'auberge, pas de commerce, juste des pêcheurs qui tentent de survivre comme ils le peuvent. Ceci dit, il y a quand même un site à voir là-bas, les 20 pierres de Troun. Basiquement, ce sont une vingtaine de menhirs de granit disposés au sol en un grossier triangle, avec un unique menhir au centre. Personne ne sait qui a bâti ça, et encore moins quand. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que certains savants ont émis l'hypothèse que Troun était un ancien dieu local. En dehors de ça, rien du tout. La brèche de Dougan est un lieu étrange. L'on m'a déjà raconté des histoires de consanguinité et de malformation de certains habitants. Moi, j'avoue n'en jamais avoir été la témoin, mais je n'y suis jamais vraiment resté. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'on n'y aime pas du tout les étrangers là-bas. L'oratrice Edgra, en plus, veille à l'isolement du village. Mais enfin, vous ne vous y attarderez probablement pas non plus. Pour en partir, vous ne pourrez que aller au nord, repasser par Bodhidrommel et reprendre la route de l'est pour aller soit à Havre d'Est, soit à Caerdinval. Cette dernière se situe à 9 longues heures de marche d'Havre d'Est. Soyez prudents, c'est souvent sur les longs trajets qu'on baisse sa garde et que les loups se rapprochent. Caerdinval est un village notable dans le secteur. En effet, sa centaine d'habitants est surplombée par une imposante forteresse qu'on appelle le Caer. Ce château a été bâti il y a plus de 400 ans par la famille d'Inève, originaire de Cormyr. Et en bon cormyrien, ils ont voulu montrer leur noblesse et ont fait construire cet édifice. Je suis à peu près sûr qu'ils comptaient mettre la main sur la région, mais les orques ont coupé court à leur ambition en envahissant le village, et après 3 semaines de siège, la famille ne put résister à l'assaut final des orques. Le village a été éradiqué ou déserté. Ce sont les ancêtres des habitants actuels qui ont repris la ville une dizaine d'années plus tard, et eux, sans vouloir étaler leur noblesse partout. Le Caer est maintenant la résidence de Cranok, l'orateur du village. En dehors de l'aspect vieille construction historique, la taverne de l'Ascension fait office de seul débit de boisson en ville, depuis que le repos de Dinève a fermé il y a quelque temps.
Située au pied du château et donc surplombant le lac, elle dispose d'un emplacement de choix et en fait un charmant point de passage que je vous recommande particulièrement d'ailleurs. La ville vit surtout de la pêche sur le lac d'Inisher qu'elle doit partager avec König. Je sais qu'ils ont des accords, mais je sais aussi que ni l'un ni l'autre ne les respectent vraiment. J'espère juste que ça ne finira pas comme Bonhydromel et La Brèche. En quittant Caerdinval par le nord, vous arriverez en 2 heures à la dernière des 10 cités, König. Cette ville est la plus proche de la montagne qu'on appelle le cairn de Kelvin, et dispose elle aussi d'un caer, mais celui-ci est tombé en ruine il y a longtemps. Je sais que la ville a été fondée par des montagnards venant des contrées lointaines au nord, qu'ils ont bâti le cairn pour se protéger et qu'ils ont été attaqués par des orques encore une fois. Je ne sais pas exactement par qui, mais l'endroit a été recolonisé quelque temps après cette attaque. Aujourd'hui, les quelques 150 habitants de la ville sont logés sur les terrasses bordant le lac. Et j'ai toujours trouvé que ça donnait un côté encastré à ce hameau, mais ce n'est pas sans charme ceci dit. Du fait de sa position proche du cairn, cette ville est le lieu privilégié des explorateurs de cette montagne. C'est d'ailleurs pour ça que l'on y trouve l'une des meilleures échoppes de matériel de survie, à savoir les expéditions Frozen Far. Vous pourrez aussi y louer des traîneaux et les services d'un guide. La ville comporte 2 établissements, l'auberge de la Lanterne Polaire et une taverne qu'on appelle l'Hameçon, la Ligne et le Plomb. Cette dernière est tenue par Glenn, un demi-elfe qui a établi une certaine méthode pour appâter les clients. En effet, il laisse toujours des demi-pintes de bière sur une table à l'entrée, que les clients s'empressent de boire. Puis une pinte en appelant une autre, puis une autre, puis une autre. Ils rentrent et consomment, parfois trop, jusqu'à se retrouver ivre-mort. Je suis sûr que c'est pour ça que la taverne s'appelle ainsi. La bière offerte est l'hameçon, les suivantes sont la ligne, et la dernière est le plomb. Malin et fonctionnel. La lanterne polaire est tenue par les sœurs Chorar, qui ne cessent de s'engueuler en cuisine. Je suis sûr qu'elles pensent que personne ne les entend, mais tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde les connaît pour ça. Mais bon, ça ne les empêche pas de tenir l'établissement depuis plus de 10 ans maintenant, et d'en faire un endroit chaleureux. Ai-je encore besoin de mentionner que la ville vit de la pêche ? Non, je pense que vous avez compris maintenant. J'apprécie particulièrement l'orateur de König, Trovus. Ce drachéide est jovial et a toujours des traits d'humour pour détendre les situations. Mais son penchant pour l'alcool le rend instable, et pour certains peu fiable, mais il n'en reste pas moins quelqu'un de déterminé à faire son travail. J'ai toujours trouvé ça hypocrite qu'on le traite d'alcoolique notoire dans une région où les commerces les plus courants sont les tavernes. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les 10 cités. Et honnêtement, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire ici. Peut-être que ce récit vous aura donné envie de venir vous installer ici. N'oubliez pas que cette région est très dangereuse. En hiver, les familles sont chose courante. La région est encore plus isolée que d'habitude, et la survie est ardue. Les blizzards font disparaître les vivants mieux que le souffle d'un dragon. Et de par son isolement, Valbise est une terre privilégiée pour les comploteurs et autres conquérants, comme à Carcassel par exemple. Et les créatures du monde extérieur viennent souvent nous harceler. Et dire que des gens vivent là-bas dans ces steppes mortelles. Quoi ? Comment ça, je ne vous ai pas parlé de ces fous qui survivent dehors ? À vrai dire, je n'en sais pas grand-chose. Je sais que la vallée naine est habitée par des nains qui vivent dans un réseau de tunnels. Je sais que nombre de tavernes se fournissent en alcool chez eux. D'ailleurs, on m'a raconté qu'ils hébergent parfois des aventuriers en difficulté, mais jamais longtemps. Je vous ai déjà parlé des orques qui vivent dans les montagnes un peu partout. On m'a aussi parlé de Duergar, mais j'en ai jamais vu et c'est tant mieux. Les explorateurs parlent aussi souvent de tribus nomades qui se nomment d'après les animaux locaux, loups, ours, tigres, caribous ou élans. Dans le temps, elles attaquaient fréquemment les 10 cités, mais maintenant cette tendance semble s'être calmée. Il me semble que certaines commercent avec nous, mais je ne sais plus où j'ai entendu ça. Mais les réels habitants de la toundra sont les créatures sauvages. J'ai entendu parler de rémoras, j'ai déjà rencontré des yétis, des loups, des ours polaires, les kobolds sont aussi chose courante dans les montagnes. Mais il y a bien pire que ça. J'ai rencontré des gens marqués à vie par leur rencontre avec des géants des glaces, des marchands gelés et même des flagelleurs mentaux. Tout ça pour vous dire que Valbise n'est vraiment pas un camp de vacances. La vie y est simple et les gens assez solidaires, en cas de crise du moins certes, mais tout le reste est létal et sans pitié. Tout le monde veut survivre, mais tout le monde ne le fait pas sans semer la mort. Je n'aurais pas pensé, mais cela a été plutôt agréable de vous raconter ça. J'espère que c'est réciproque. Mais, mes chers voyageurs et voyageuses, je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas rester ici. Quelque chose se trame. L'hiver est beaucoup trop long cette année. Les aurores boréales n'ont jamais été aussi nombreuses. Les températures ne remontent pas et les animaux s'agitent. Et tout le monde n'a qu'un seul nom à la bouche. Auril, la déesse des glaces.